Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Mystic Horror Stories. Aujourd'hui, nous allons partager 10 histoires de routiers originaires de Devil's Tower. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à ma chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune histoire à glacer le sang. C'est parti. Je m'appelle Marc Holdan. J'ai 46 ans et depuis 22 de ces années, je suis camionneur longue distance. J'ai vu ce pays à travers le panorama du pare-brise d'un freightliner. De l'asphalte brûlant par le soleil de l'Interstate 10 en Arizona au col glacé des Rocheuses en janvier. J'ai affronté des pneus éclatés, des pannes de moteur, des tempêtes de neige surgies de nulle part et des conducteurs qui semblaient avoir obtenu leur permis dans une boîte de céréales. Je suis un homme pragmatique. Je crois en ce que je peux voir, ce que je peux toucher, et ce que l'ordinateur de diagnostic de mon camion me dit. Je ne crois pas aux fantômes. Du moins, je ne croyais pas. Ma tournée cette semaine était une route familière. Transporter des pièces de machines de Denver à Billings, dans le Montana. C'est un parcours que j'ai fait des centaines de fois. Une ligne droite vers le nord sur I-25, puis en traversant le Wyoming. Le tronçon du Wyoming est celui qui vous marque. Le ciel est si vaste qu'on dirait qu'il essaie de vous avaler. Et la terre est si vide que vous commencez à vous sentir comme le dernier homme sur terre. Ce voyage particulier, j'avais un peu de retard. Un retard au dépôt de Denver m'avait fait perdre quelques heures, ce qui signifiait que je traverserais le tronçon le plus solitaire de la route, les environs de la Tour du Diable, bien après minuit. Cela ne me dérangeait pas conduire la nuit à une certaine paix. La radio CB est plus silencieuse. Les voitures légères sont pour la plupart hors de la route, et il n'y a que vous, votre camion, et le ruban infini d'autoroute qui se déroule dans vos phares. Cette nuit-là, le ciel était d'un noir cristallin, profond et parsemé d'étoiles que l'on ne trouve que dans les hautes plaines, loin de toute lueur de ville. La lune n'était qu'un mince croissant, offrant juste assez de lumière pour transformer les collines ondulantes en bêtes sombres et endormies de chaque côté de la route. Et là, au loin, se trouvait la tour. On ne peut pas la manquer. Même à 80 km de distance, la Tour du Diable est une présence dérangeante à l'horizon. Elle ne ressemble pas à une montagne. Elle ressemble à quelque chose qui a été arraché de la terre par une main colossale. Le jour, elle est impressionnante. La nuit, c'est un bloc massif d'obscurité pure, un vide dans le champ d'étoiles. Les Lakota l'appellent Matotipila, la loge de l'ours. Ils disent que c'est un lieu sacré. En passant devant la nuit, on peut sentir qu'il y a un poids dans l'air, une immobilité qui semble ancienne et vigilante. J'étais sur la route 24 du Wyoming, une route à 2 voies qui longe le monument. Il était environ 2 heures du matin. Mon café était encore chaud dans sa thermos. Une station de rock classique passait doucement sur la radio satellite, et mon moteur fredonnait sa mélodie familière et réconfortante. Le monde était exactement comme il devait l'être. C'est alors que j'ai vu les lumières. Elles sont apparues au loin, une seule paire de phares venant vers moi dans la voie opposée. C'était une vue bienvenue ici. Un autre ensemble de phares est un bref rappel que vous n'êtes pas tout à fait seul. Je les ai regardés grandir régulièrement. Une minuscule lumière s'élargissant en 2 faisceaux distincts. J'ai fait ce que font les camionneurs. Un rapide coup de phare. Un bonjour silencieux à un compagnon de voyage dans la nuit. Il n'y a eu aucune réponse. Étrange, mais pas inouïe. Alors que le véhicule se rapprochait, peut-être à 1 kilomètre, les lumières ont commencé à se comporter de manière erratique. Elles clignotaient, pas comme une connexion lâche, mais selon un motif délibéré et rythmique. Alum, etient. C'était une pulsation lente et hypnotique. Ma première pensée était que le conducteur avait des problèmes, qu'il essayait peut-être de signaler qu'il avait besoin d'aide. J'ai relâché mon pied de l'accélérateur, ma main planant au-dessus du micro CB. Est-ce que quelqu'un m'entend? Direction est sur la 24. J'ai dit dans la radio. Du statique. Un camion sur la route 24? Répondez. Plus de statique. Les ondes étaient mortes silencieuses, ce qui était inhabituel même à cette heure de la nuit. Les lumières continuaient d'avancer et le clignotement s'est arrêté. Maintenant, elles brillaient d'une luminosité surnaturelle. Elles étaient si intenses qu'elles me faisaient mal aux yeux, éblouissant la route devant et me forçant à plisser les yeux. C'était comme regarder le soleil. Je me suis protégé les yeux avec ma main, mes phalanges blanches sur le volant. Ce n'était pas normal. Aucun phare standard n'était aussi puissant. Il n'éclairait pas seulement la route. Il la consumait dans une lueur blanche aveuglante. Mon cœur a commencé à battre. Ce n'était pas un signal d'aide. Cela ressemblait à un avertissement ou une menace. Le véhicule, quoi que ce soit, n'était plus qu'à quelques centaines de mètres. Je me suis préparé pour le dépassement,
pour le souffle de vent qui fait vibrer la cabine, pour le bref aperçu d'un autre conducteur dans une autre boîte de métal. Mon camion roulait, réduisant la distance, 50 mètres. La lumière était absolue, un mur solide de blanc. Je ne pouvais pas voir la forme du véhicule derrière. Je ne pouvais même pas voir la route. Je conduisais aveuglément, me fiant aux lignes peintes que je ne pouvais plus voir. 20 mètres, 10. Et puis, à l'instant précis où le véhicule aurait dû passer en trombe devant ma fenêtre, les lumières ont disparu. Ce n'était pas qu'elles s'éteignaient. Elles cessaient d'exister. Un moment, ma cabine était inondée d'une lumière si brillante qu'elle semblait solide. Le suivant, il n'y avait que l'obscurité profonde et parsemée d'étoiles de la nuit du Wyoming, brisée seulement par mes propres phares traçant un chemin solitaire. Il n'y avait aucun son, aucun sifflement d'une voiture passant, aucun grondement de moteur, aucune rafale de vent. L'air à l'extérieur de ma fenêtre était parfaitement immobile. Le bourdonnement de mon propre moteur semblait soudain assourdissant dans le silence absolu qui a suivi. Mon souffle s'est coupé dans ma gorge. J'ai appuyé sur les freins à air sifflant en protestation alors que mon camion de 36 tonnes ralentissait, les pneus gémissant contre l'asphalte. Je me suis arrêté sur l'accotement de gravier, le camion s'arrêtant en tremblant. J'ai coupé le moteur. Le silence était total. Je suis resté là, mes mains tremblantes, agrippant le volant si fort que mes doigts me faisaient mal. Mon esprit courait, essayant de trouver une explication logique. Une voiture aurait-elle pu quitter la route? J'ai scanné l'obscurité à ma gauche. Rien. Juste des plaines vides, des plates s'étendant jusqu'à l'horizon. Pas de clôture brisée, pas de nuages de poussière, pas de traînée de destruction. Aurait-il pu tourner dans une route secondaire? Je connaissais cette route comme ma poche. Il n'y avait pas de route secondaire avant 16 km. J'ai attrapé ma lampe torche puissante de la poche de la porte, ma main tâtonnant avec l'interrupteur. Je l'ai allumée, son puissant faisceau coupant un cercle net dans la nuit. J'ai ouvert la lourde porte de ma cabine et suis sorti sur le gravier. L'air était froid et vif, portant l'odeur de l'armoise et de la poussière. Je suis allé au bord de la route, mes bottes crissant sur les pierres lâches. J'ai balayé le faisceau de la lampe torche de l'autre côté de l'autoroute, puis à travers les plaines au-delà. Rien. Le sol était intact. Il n'y avait aucune trace de pneu quittant le revêtement. Aucun signe qu'un véhicule avait été là du tout. Je suis resté là pendant ce qui semblait être une éternité, juste à écouter. Le seul son était le vent, un murmure bas et lugubre qui semblait s'enrouler autour de la forme sombre et lointaine de la tour du diable. Une peur profonde et primitive a commencé à ramper le long de mon épine dorsale. C'était un sentiment que je n'avais pas ressenti depuis que j'étais enfant, le genre de peur qui vient de savoir avec une certitude absolue que vous venez de rencontrer quelque chose qui n'appartient pas à ce monde. Je suis remonté précipitamment dans ma cabine, verrouillant la porte derrière moi. J'ai démarré le moteur, le rugissement familier offrant un petit réconfort contre le silence oppressant à l'extérieur. Je n'ai pas pris la peine d'essayer la CB à nouveau. À qui le dirais-je? Que dirais-je? Que je venais de voir un fantôme. Il penserait que je suis ivre ou fou. J'ai mis le camion en vitesse et suis revenu sur l'autoroute, poussant la limite de vitesse, mes yeux collés à mes rétroviseurs. La route derrière moi restait vide, mais le sentiment d'être observé, d'avoir enfreint une frontière ancienne et invisible, est resté avec moi jusqu'à Billings. J'ai conduit cette route une douzaine de fois depuis cette nuit. Je l'ai faite en plein jour et dans des tempêtes de neige et sous la même couverture d'étoiles. Je n'ai jamais revu les lumières clignotantes, mais je ne conduis jamais ce tronçon de la route 24 sans un nœud de glace dans l'estomac. Je suis un homme pragmatique, mais certaines choses ne peuvent pas être expliquées par la logique ou les diagnostics. Certaines choses, vous devez juste les accepter. Là-bas, dans l'ombre de la tour, vous n'êtes pas seul. Et parfois, les choses qui voyagent la nuit avec vous n'ont aucune intention de vous laisser voir qui ou quoi est au volant. Je m'appelle Angela Brox. J'ai 33 ans et je conduis un gros camion depuis environ 5 ans maintenant. Je me suis lancé après un divorce compliqué qui m'a laissé avec une pile de dettes et le besoin de partir. La conduite m'a donné cela. C'est un travail difficile, surtout pour une femme. Vous avez les regards, les commentaires sur la CB, le scepticisme des anciens, mais je suis doué. Je suis fiable. Je suis prudente. Et je peux garer une remorque de 16 mètres dans un emplacement que vous penseriez pas. La route est mon bureau, et mon Kenworth est ma maison. Mais après une course particulière à travers le Wyoming, j'ai commencé à sentir que je n'étais pas toujours la seule dedans. La cargaison était urgente. Des produits frais de Californie à destination d'un centre de distribution dans le Dakota du Sud. Cela signifie pas d'arrêt long, juste du carburant, du café, et c'est parti. Je poussais sur le dernier tronçon du voyage,
traversant le nord-est du Wyoming alors qu'un crépuscule morne d'automne tardif s'installait sur les plaines. Une bruine froide et persistante tombait, du genre qui n'est pas assez forte pour nécessiter des essuie-glaces à pleine vitesse, mais assez constante pour brouiller le monde en une aquarelle de gris et de brun. Mon ennemi sur cette course était la fatigue. Elle s'insinuait dans mes os, faisant sentir mes paupières comme si elles étaient doublées de plomb. J'avais la radio à fond, un podcast sur les crimes réels résonnant dans les haut-parleurs, n'importe quoi pour garder mon esprit occupé. Le paysage n'aidait pas. C'était kilomètre après kilomètre de collines vides de la couleur de la paille mouillée. Et se dressant à ma gauche, enveloppée dans la brume et les nuages bas, se trouvait la tour du diable. Même par ce temps lugubre, cette chose avait une présence. Elle semblait vigilante. Les stations de radio locales étaient pleines de publicités pour les pièges à touristes autour, mais elles passaient aussi des messages de service public du service des parcs, rappelant aux gens que c'est un site sacré pour plusieurs tribus amérindiennes. Ils demandaient aux visiteurs d'être respectueux. En passant devant, on comprenait pourquoi. Cela ressemblait moins à une attraction touristique et plus à une cathédrale construite par la nature elle-même. J'étais à environ 16 km du détour principal pour le monument, la pluie commençant à tomber un peu plus fort, quand je l'ai vue. Elle se tenait sur l'accotement droit de la route, juste au bord des faisceaux de mes phares. Une autostoppeuse. Ma première réaction a été une décharge d'adrénaline, le genre que vous avez quand vous voyez quelque chose d'inattendu sur une longue conduite monotone. Ma seconde a été la confusion. Au début, ce n'était qu'une silhouette, mais en m'approchant, les détails ont commencé à émerger. C'était une jeune femme, peut-être dans la vingtaine, portant une simple robe de couleur claire qui ressemblait à quelque chose sorti d'une vieille photographie. Elle était complètement inadéquate pour le temps froid et humide. Ses cheveux étaient longs et sombres, plaqués sur sa tête et ses épaules par la pluie. La politique de l'entreprise est claire. Pas de passagers, jamais. C'est un cauchemar d'assurance et on ne sait jamais qui on prend. Mais mon cœur a été touché pour elle. Elle avait l'air si perdue, si vulnérable. Une partie de moi, celle que ma mère m'a inculquée, voulait s'arrêter. Elle pourrait attraper une hypothermie ici. Il n'y avait rien à des kilomètres. J'ai ralenti le camion, mon esprit se débattant avec lui-même. Les animateurs du podcast bavardaient sur une affaire non résolue des années 80, et l'ironie ne m'a pas échappé. Me voilà, envisageant de prendre un parfait inconnu sur une route désolée la nuit. C'était la scène d'ouverture d'un film d'horreur. En m'approchant, peut-être à 30 mètres, un détail m'a sorti de ma transe compatissante. Elle ne me regardait pas. Elle n'essayait pas de me faire signe. Elle ne tenait pas son pouce en l'air, ni ne faisait de contact visuel. Son corps était tourné vers la route, mais sa tête était tournée vers la gauche, loin de moi. Son bras droit était levé, sa main pointant rigidement, insistant à travers l'autoroute. Elle pointait directement vers la tour du diable. Les nuages s'étaient juste assez écartés pour révéler le sommet de la massive formation rocheuse, ses colonnes cannelées disparaissant dans le ciel gris foncé. La femme la pointait du doigt avec une expression que mes phares ont illuminée pendant juste une seconde, mais que je n'oublierai jamais. C'était un regard de terreur pure, non dilué. Ses yeux étaient écarquillés, sa bouche un « oh » silencieux d'horreur. Elle ne demandait pas de faire du stop. Elle essayait de me montrer quelque chose ou de m'avertir de quelque chose. Un frisson plus froid que la pluie d'automne m'a traversé. C'était un sentiment instinctuel et primal de mauvais. Chaque nerf de mon corps me criait de partir. Le débat dans ma tête était terminé. Mon pied, qui planait au-dessus du frein, a écrasé l'accélérateur. Le gros moteur diesel du Kenworth a rugi et le camion a sursauté en avant. J'ai gardé mes yeux rivés sur elle en passant. Elle n'a pas bougé. Elle n'a pas tourné la tête. Elle se tenait juste là, trempée et frissonnante, pointant vers la sombre et menaçante tour au loin. La seconde où je l'ai dépassée, mes yeux ont regardé dans mon rétroviseur passager. J'avais besoin de la voir pour confirmer qu'elle était réelle, que mon esprit fatigué ne me jouait pas des tours. Le miroir m'a montré la route vide sous la pluie. Elle avait disparu. Il n'y avait nulle part où elle aurait pu aller. À ma droite se trouvait un fossé boueux et raide, puis une clôture de barbelés. À ma gauche se trouvait l'autre voie de l'autoroute. Elle n'aurait pas pu courir, pas si vite. Elle avait simplement disparu de l'endroit où elle se tenait un battement de cœur auparavant. Non, pas possible, ai-je murmuré à la cabine vide. Mon cœur martelait contre mes côtes comme un oiseau en cage. J'ai tâtonné pour le micro CB, ma main tremblante. Direction ouest sur je pense que c'est la 14. Ai-je balbutié, ma voix semblant mince et prête. Quelqu'un n'a-t-il vu une femme sur le bord de la route? Une Auto stop use? Une voix crépitante de statique est revenue après un moment. Negative. Direction ouest. La route était vide depuis les 30 derniers kilomètres. Ça va chez vous? Oui, ai-je menti,
ma voix tremblante. Oui, je vais bien. Ça devait être un jeu de lumière. Faites attention. La voix a crépité en retour. Cet endroit vous joue des tours. La tour. Elle n'aime pas être dérangée. Je n'ai pas répondu. J'ai remis le micro dans son support et me suis concentré sur la conduite. Mes phalanges blanches sur le volant. Le podcast sur les crimes réels jouait toujours, mais je ne pouvais plus l'entendre. Tout ce que je pouvais voir était le visage terrifié de la femme, son doigt pointant vers ce pilier de pierre colossal. J'ai conduit pendant une autre heure avant de me sentir assez en sécurité pour m'arrêter dans une aire de repos bien éclairée. Je suis resté dans ma cabine pendant longtemps, le moteur tournant au ralenti, essayant juste de retrouver une respiration normale. J'ai acheté le plus gros café qu'ils avaient et j'ai cherché les légendes locales de cette région sur mon téléphone. Il n'a pas fallu longtemps pour la trouver. Les histoires variaient, mais le cœur était le même. Une autostoppeuse qui disparaît, une jeune femme en vêtements démodés vue sur les routes près de la Tour du Diable. Certaines légendes disaient qu'elle était le fantôme d'une fille pionnière qui s'était perdue dans une tempête de neige. D'autres prétendaient qu'elle était un esprit amérindien, une gardienne de la tour, avertissant les voyageurs qui s'approchaient trop près. Chaque version de l'histoire mentionnait son expression terrifiée et la façon dont elle pointait toujours vers la tour. J'ai fini mon café, la chaleur faisant peu pour chasser le frisson qui s'était installé au fond de mon âme. J'avais encore un travail à faire, des produits à livrer. Mais en reprenant l'autoroute, je me suis fait une promesse. Je ne prendrai plus jamais une route qui me mènerait dans l'ombre de la Tour du Diable. Certains endroits retiennent leurs histoires, et certaines histoires parcourent les routes la nuit, pointant éternellement vers la source de leur peur. Je suis juste une camionneuse. Je n'ai pas à m'impliquer dans les affaires des fantômes. Appelez-moi Denny. J'ai 52 ans et je conduis depuis que je suis assez grand pour voir par-dessus le tableau de bord du Peterbilt de mon père. Je suis ce qu'on appelle un routier dans l'âme. Ce n'est pas un travail pour moi. C'est ce que je suis. J'ai parcouru plus de kilomètres en marche arrière que la plupart des gens en marche avant. Je suis un homme de goût simple et de conviction ferme. Je crois en un moteur bien entretenu, au pouvoir d'une bonne tasse de café noir, et au fait indéniable que tout ce qui semble surnaturel est juste quelque chose pour lequel vous n'avez pas encore trouvé l'explication logique. J'ai entendu toutes les histoires de fantômes dans les aires de repos, les contes de phares fantômes et d'autostoppeurs spectraux. Je riais toujours et secouais la tête. La fatigue, disais-je, la solitude et une imagination débordante. Puis j'ai pris une cargaison d'aliments pour bétail à Hulett, dans le Wyoming. L'itinéraire m'a emmené juste devant la Tour du Diable. Je l'avais vue avant, bien sûr. C'est une sacrée chose à voir. Mais ce voyage était différent. J'avais du retard, poussant pour respecter ma fenêtre de livraison, ce qui signifiait que je serais sur la partie la plus sombre et la plus isolée du voyage juste autour de minuit. La lune était un trou noir dans le ciel, une nouvelle lune, donc la seule lumière venait de mes phares et de la couverture d'étoiles qui ressemblait à du sel renversé sur du velours noir. L'air était immobile et froid. J'avais mes fenêtres ouvertes d'une fente et l'odeur de l'armoise était vive et propre. C'était un silence de mort. Pas d'autres camions, pas de voitures, juste le grondement sourd de mon moteur cumain. C'était paisible, le genre de nuit qui vous rappelle pourquoi vous faites ce travail. La route se déroulait devant moi, un chemin gris à travers un océan de noir. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge sur mon tableau de bord. 23h59. Alors que les chiffres passaient à minuit, un mouvement dans mon rétroviseur côté conducteur a attiré mon attention. J'ai regardé à nouveau, plus attentivement cette fois. Loin derrière moi, peut-être à 1 ou 2 kilomètres, un ensemble de lumières était apparu. Non, pas un ensemble. Plusieurs. Cela ressemblait à un convoi de 3 ou 4 camions s'alignant derrière moi. Ma première pensée a été du soulagement. C'était bon d'avoir de la compagnie. J'ai pensé que c'était d'autres conducteurs qui avaient attendu au dernier arrêt pour un moment plus sûr pour voyager. Peut-être qu'ils roulaient ensemble pour la sécurité. Mais en les regardant dans mon miroir, une picotée d'inquiétude a commencé à la base de mon cou. Ils roulaient sans lumière. Je ne veux pas dire que leurs phares étaient faibles. Je veux dire qu'ils étaient éteints. Je pouvais voir les formes des camions. De grandes silhouettes anguleuses contre l'horizon légèrement moins noir, mais il n'y avait pas de phare, pas de feu de gabarit, pas de lumière de cabine, rien. Ils se déplaçaient comme des masses noires et silencieuses. La seule raison pour laquelle je pouvais les voir du tout était parce qu'ils bloquaient les étoiles derrière eux. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ai-je marmonné, me penchant plus près du miroir. Peut-être que c'était un convoi militaire roulant avec des lunettes de vision nocturne. J'avais déjà vu ça près de bases dans le désert. Mais ici, ils ne ressemblaient pas à des véhicules militaires. Ils ressemblaient à de vieux camions. Le genre de cabine haute et avancée que l'on voyait dans les années 60 et 70.
Il me rattrapait et vite. Beaucoup plus vite qu'un convoi de vieux camions lourds ne devrait pouvoir se déplacer. Mon compteur de vitesse indiquait un régulier 105 km/h, la limite de vitesse sur ce tronçon. Il réduisait la distance comme si j'étais immobile. L'inquiétude dans mon ventre s'est serrée en un effroi de peur. C'était faux. Tout était faux. Le camion de tête était maintenant assez proche pour que je puisse distinguer sa forme plus clairement. C'était un cabine avancé, un modèle que je n'avais pas vu sur la route depuis 20 ans, avec un haut capot plat qui ressemblait à la face d'un bulldog, et toujours pas de lumière. C'était juste une forme noire imposante avalant la route derrière moi. Ma main est allée à la CB. Un camion direction est sur la 24. J'ai un convoi sombre sur mes 6. J'ai dit, ma voix tendue. La radio m'a sifflé en retour, du statique pur et vide. C'était comme si l'air lui-même était mort. Le camion de tête était maintenant sur ma queue, si près que je ne pouvais plus voir la route dans mon miroir. Juste sa massive calandre sombre. Cela ressemblait à un prédateur, un requin dans l'eau sombre juste derrière moi. Je pouvais sentir la pression, une étrange présence lourde qui semblait pousser contre l'arrière de ma cabine. Mais il n'y avait aucun son. J'aurais dû pouvoir entendre son moteur, le rugissement d'une puissance diesel travaillant dur pour maintenir cette allure. Il n'y avait rien. Seulement le son de mon propre moteur et le battement frénétique de mon propre cœur. La panique, froide et vive, m'a transpercé. Mon esprit logique criait que c'était impossible, mais mes instincts criaient plus fort. Courez. J'ai écrasé mon pied au plancher. Le moteur cumain a beuglé en protestation alors que je le poussais au-delà de la ligne rouge. Le camion a sursauté en avant, l'aiguille du compteur de vitesse montant au-delà de 110, puis 120, puis 130. Toute la cabine vibrait, le châssis gémissant sous la pression. Je volais sur cette route à 2 voies à une vitesse suicidairement rapide. Mais je m'en fichais. Je devais partir. J'ai osé regarder dans le miroir. Ils étaient toujours là. Le camion de tête était collé à mon pare-choc, et les 2 derrière maintenaient leur position parfaitement. Ils correspondaient à mon accélération sans effort, leur forme sombre remplissant mes rétroviseurs, occultant le monde. C'était comme être poursuivi par des fantômes. Mon esprit tournait. Qui était-il? Que voulait-il? La route devant virait brusquement à gauche, serpentant autour d'un grand affleurement rocheux. Je connaissais cette courbe. C'était une dangereuse avec une pente raide sur le côté droit. J'ai agrippé le volant, mes phalanges blanches comme l'os, et maîtrisé le camion dans le virage, les pneus hurlant. En sortant de la courbe et sur la ligne droite, j'ai retenu mon souffle et regardé à nouveau dans le miroir. Ils avaient disparu. La route derrière moi était complètement, totalement vide. Il n'y avait pas de poussière, pas de feux arrière s'estompant, aucun signe qu'ils avaient jamais été là. Ils ne s'étaient pas éteints. Il n'y avait nulle part où tourner. Ils avaient simplement disparu dans la nuit. J'ai gardé l'accélérateur au plancher pendant encore 8 km avant d'oser ralentir. J'ai arrêté le camion, mon corps tremblant si violemment que je pouvais à peine couper le contact. Je suis resté dans le silence assourdissant, haletant pour de l'air comme un homme qui se noie. J'étais trempé d'une sueur froide, ma chemise collée à mon dos. J'ai essayé de rationaliser, une réflexion, un mirage causé par les conditions atmosphériques. Mon esprit cherchait désespérément un point d'ancrage logique, mais n'en trouvait aucun. Je les avais vus. J'avais senti leur présence. Ils étaient aussi réels que le volant sous mes mains tremblantes. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai conduit directement à Hulette, livré ma cargaison, et pris le chemin long pour retourner sur l'Interstate, ajoutant 3 heures à mon voyage juste pour éviter ce tronçon de route. J'ai raconté l'histoire une fois à un autre vieux routier dans un dîner à Cheyenne. Il a juste hoché la tête lentement, remuant son café. « Le convoi de minuit », a-t-il dit, sa voix basse. « Vous en avez entendu parler ? On dit que c'est un cortège funèbre. Un tas de camionneurs qui sont sortis de la route dans une tempête de neige en 78. On dit qu'ils essaient toujours de finir leur dernière course. Vous avez eu de la chance. Parfois, ils essaient de vous faire les rejoindre. » J'ai ri, mais ces mots m'ont marqué. Je suis toujours un homme pragmatique. Je crois toujours en la logique et la raison. Mais je crois aussi qu'au coup de minuit sur les routes qui se trouvent dans l'ombre de la tour du diable, certaines choses défient l'explication. Et quand vous voyez un convoi d'ombre dans votre rétroviseur, la seule chose logique à faire est de conduire comme l'enfer. Je m'appelle Rosa Martinez. J'ai 29 ans et je ne suis pas la camionneuse de votre grand-père. Mon camion est un Volvo VNL 860 flambant neuf et la cabine ressemble plus au cockpit d'un vaisseau spatial qu'à l'intérieur d'un camion. J'ai un tableau de bord numérique, un système d'atténuation des collisions, des avertissements de dérive de voie et une liaison satellite qui me garde connecté au monde 24 heures sur 24,
7 jours sur 7. Je suis une passionnée de technologie. Mon téléphone est ma ligne de vie. Mon GPS est ma Bible. Et mes listes de lecture sont curatées à la perfection. Je crois en les données, dans les signaux, dans le flux clair et logique de l'information. La route pour moi est une série de points de données, kilométrage, consommation de carburant, heure d'arrivée estimée. C'est prévisible. C'est contrôlable, jusqu'à ce que vous arriviez dans un endroit où les vieux signaux sont plus forts que les nouveaux. Mon itinéraire me menait de Minneapolis à Salt Lake City, un transport de fournitures médicales. C'est une longue ligne droite à travers le Dakota du Sud et le Wyoming. Une conduite qui peut vous ennuyer à mourir si vous le laissez faire. Pour rester saine d'esprit, j'ai une routine. J'écoute des podcasts technologiques, je rattrape des livres audio, et je fais des appels vidéo avec ma famille pendant mes pauses. Je suis toujours connecté, toujours branché. Le silence de la route est quelque chose que je tiens à distance avec un mur de son numérique. En traversant dans le Wyoming, le paysage a commencé à changer. Les plaines plates ont cédé la place à des collines ondulantes et des formations rocheuses spectaculaires. Le ciel semblait devenir plus grand et le signal cellulaire a commencé à être capricieux. C'était prévu. J'avais ma radio satellite et une bibliothèque de musique et de podcasts téléchargés pour me porter à travers les zones mortes. Et au loin, une forme a commencé à se résoudre contre l'horizon. La tour du diable. Je ne l'avais vue que sur des photos. En personne, c'est magnétique. Elle attire vos yeux. Cette souche de pierre impossible s'élevant de la terre. Elle semble ancienne et puissante et un peu intimidante. J'étais sur la WY-110, une route secondaire qui finirait par me ramener vers LI-90. C'était un itinéraire panoramique et j'avais du temps à tuer. Le soleil était bas dans le ciel, peignant les nuages de nuances d'orange et de violet, et la tour était une silhouette noire et tranchante contre le fond ardent. C'était beau, et j'ai ressenti une pointe de quelque chose que je ressens rarement sur la route. De l'émerveillement. C'est alors que ma technologie a commencé à me faire défaut. Cela a commencé avec la radio satellite. La station de pop que j'écoutais s'est dissoute en une rafale de statique stridente, un son comme du métal qui se déchire. J'ai froncé les sourcils, tapotant l'écran tactile. Les signaux satellites sont censés être clairs. Vous en avez un ou vous n'en avez pas. Vous n'avez pas de statique. J'ai essayé de changer de chaîne. Plus de statique cette fois avec un étrange son de cliquetis rythmique enfoui dessous. Allez, espèce de ferraille, ai-je marmonné, changeant l'entrée audio pour la connexion Bluetooth de mon téléphone. J'ai mis une liste de lecture énergique, quelque chose avec une basse lourde pour me garder éveillé alors que la lumière faiblissait. Pendant 1 minute, cela a fonctionné. Le battement familier de la basse a rempli la cabine. Puis cela aussi a commencé à se déformer. La musique s'est déformée et ralentie, la voix du chanteur tombant d'une octave, se transformant en un grognement démoniaque avant que la connexion ne soit complètement coupée. L'écran de mon téléphone affichait un message d'erreur de connexion. Maintenant, j'étais agacé. J'étais dans un camion flambant neuf haut de gamme, et mon système audio sophistiqué se comportait comme une vieille radio à transistor des années 1970. Je suis passé à la radio FM régulière, espérant capter une station locale. J'ai balayé les canaux, rien que du statique, et encore du statique. J'étais sur le point d'abandonner et de conduire en silence quand je suis tombé sur une fréquence qui était différente. Ce n'était pas juste du statique. C'était un son de bourdonnement bas, presque comme un chant humain. C'était faible, enfoui profondément sous une couche de bruit électronique. J'ai monté le volume à fond, me penchant vers le haut-parleur. Le bourdonnement est devenu plus fort, et puis une voix a percé. C'était la voix d'un homme, vieil et stable. Il est ancien. L'homme récite un avertissement. Il parle d'un lieu sacré, une loge de l'ours, et comment les esprits de la terre se lassent du bruit et du manque de respect des visiteurs. Il demande aux esprits de la patience, mais il avertit aussi que la terre ne restera pas silencieuse pour toujours. Il dit « Écoutez le silence, car il parle plus que votre bruit ». Je suis assise dans le siège du conducteur de mon camion high-tech, la lueur de mon téléphone illuminant mon visage. Toute ma technologie, tous mes signaux et flux de données avaient été réduits au silence. Et dans ce silence, un signal beaucoup plus ancien avait percé. Un avertissement porté sur les ondes dans une langue que je ne connaissais pas à propos d'un endroit que je ne comprenais pas. J'étais allé là-bas cherchant un itinéraire panoramique, un moyen de briser la monotonie. J'ai trouvé autre chose. J'ai trouvé un rappel que peu importe à quel point nous essayons de le recouvrir d'asphalte et de le contrôler avec notre technologie, la Terre a une voix. Et nous ne sommes pas les seuls à envoyer des signaux dans la nuit. Je m'appelle Harold Green. J'ai 41 ans,
marié avec 2 enfants et un prêt hypothécaire. Je ne suis pas un camionneur dans l'âme. Je suis un gars qui conduit un camion pour vivre. Pour moi, le travail n'est pas à propos de la romance de la route ouverte. C'est à propos d'aller du point A au point B en toute sécurité, de toucher mon chèque de paie et de rentrer chez moi auprès de ma famille. Je suis un homme prudent. Je vérifie mes pneus, je surveille mes heures et je ne prends pas de risques. J'ai vu trop de gars qui le font et j'ai vu les épaves qu'ils laissent derrière eux sur le bord de l'autoroute. Mon objectif est d'être ennuyeux et prévisible, mais on ne peut pas prédire ce que vous trouverez lors d'une nuit orageuse dans le Wyoming. Je transportais une cargaison de bois à Rapid City et le temps avait tourné contre moi toute la journée. Au moment où j'ai atteint le tronçon de LI 90 près de Sundance, dans le Wyoming, c'était un orage violent. Ce n'était pas juste de la pluie. C'était un déluge biblique. Le ciel était d'un violet meurtri et en colère, fendu toutes les quelques secondes par des fourches de foudre dentelées. La pluie tombait en rideaux solides, si forte que mes essuie-glaces, même à leur réglage frénétique le plus élevé, pouvaient à peine garder une zone du pare-brise dégagée pendant plus d'une seconde. Conduire dans ces conditions est la partie la plus stressante du travail. Vous pilotez une machine de 40 tonnes sur des routes glissantes avec une visibilité quasi nulle. Chaque muscle de votre corps est tendu. Vos yeux brûlent de regarder si intensément dans le chaos, essayant de distinguer les lignes blanches de la route des reflets de vos propres phares sur l'eau. Mes mains étaient cramponnées au volant. Mon monde s'était rétréci à la petite zone semi-circulaire dégagée par mes essuie-glaces. C'est dans cette petite fenêtre de clarté fugace que je l'ai vue. Sur l'accotement droit de l'Interstate, une silhouette. Elle se tenait parfaitement immobile, apparemment indifférente au vent de force de tempête et à la pluie torrentielle. Ma première pensée était que c'était un cerf, figé dans mes phares. Mais la forme était fausse. Elle était grande et mince, indiscutablement humaine. Mon cœur a fait un bond dans ma gorge. Était-ce un automobiliste en détresse? Quelqu'un dont la voiture était tombée en panne? J'ai ralenti, scrutant à travers le mur d'eau. En m'approchant, les détails sont devenus plus nets et plus étranges. La silhouette portait ce qui ressemblait à un long manteau sombre, mais la pluie ne le plaquait pas contre son corps. Il semblait juste pendre, indemne. Mais c'était la tête, le visage qui m'a fait froid. Dans la fraction de seconde où mon phare a balayé dessus, j'ai vu qu'il n'avait pas de visage. Je ne veux pas dire que les traits étaient obscurcis par l'ombre ou la pluie. Je veux dire qu'il n'y avait rien là. Là où les yeux, le nez et la bouche auraient dû être, il n'y avait qu'une surface lisse, pâle et vaguement luminescente comme de l'os poli ou de la porcelaine non émaillée. C'était un ovale parfait et sans traits. Mon esprit a refusé de traiter ce que je voyais. C'était impossible. Ça devait être un jeu de lumière, un reflet sur un panneau routier, et mon cerveau fatigué hallucinant. J'ai cligné des yeux forts. Les essuie-glaces ont balayé le verre. Swoosh, swoosh. Et quand ma vision s'est éclaircie pour la seconde suivante, la silhouette avait disparu. L'accotement était vide. Il n'y avait que la pluie, le garde-fou et l'obscurité au-delà. Est-ce que je viens de voir ça? Ai-je dit à voix haute, ma voix enrouée. Mon camion a roulé, mais mon esprit était coincé là-bas sur ce PAN d'accotement vide. Je ne pouvais pas l'avoir imaginé. L'image était gravée dans mon cerveau, cette forme haute et immobile et l'horreur blafarde de son visage vide. J'ai pensé à m'arrêter, mais qu'est-ce que j'aurais fait? Sortir dans cette tempête et chercher quoi? Un fantôme. Sans visage? L'idée même était insensée. D'ailleurs, arrêter un camion de 36 tonnes sur l'accotement de l'Interstate dans une tempête comme celle-ci, c'était demander à quelqu'un de vous rentrer dedans. La chose la plus sûre à faire, la seule chose à faire était de continuer. Mais mon sang-froid était brisé. Chaque éclair me faisait sursauter, mes yeux se précipitant sur le bord de la route, m'attendant à moitié à le revoir. La tempête, qui n'avait été qu'une condition météorologique dangereuse, semblait maintenant menaçante, malveillante. C'était comme si l'obscurité cachait des choses qui pouvaient apparaître et disparaître en un clin d'œil. J'ai attrapé mon micro CB, ayant besoin d'entendre une voix humaine. Quelqu'un d'autre conduit dans ce bazar près de Sundance. J'ai demandé. Une voix lasse est revenue instantanément. Ouais, je suis juste derrière toi à environ 1 kilomètre. C'est une sacrée tempête, hein? Tu as vu quelque chose d'étrange sur le bord de la route? J'ai demandé, essayant de sembler décontracté. Il y a eu une pause. Qu'est-ce que tu veux dire par étrange? La voix a demandé, une nouvelle note de prudence dedans. Je ne sais pas, juste des silhouettes, des gens. La pause a été plus longue cette fois. Quand l'homme a finalement parlé à nouveau, sa voix était basse, presque un murmure. Tu l'as vu, n'est-ce pas? L'homme grand. Le sang s'est retiré de mon visage. Le quoi? L'homme grand, il a répété. Ou l'homme blanc.
Ça dépend de qui vous demandez. On dit qu'il n'apparaît que dans les pires tempêtes, juste dans cette région. Mon grand-père était camionneur. Il m'a raconté des histoires l'avoir vu dans les années 60. Il a dit que c'est un mauvais présage, un marcheur de tempête. J'étais sans voix. Ce n'était pas juste mon imagination. Quelqu'un d'autre savait que c'était une chose. Garde juste tes yeux sur la route, conducteur, la voie sur la CB a continué. Ne le cherche pas. Ne t'arrête pas pour lui. Il fait partie de la tempête. Tu conduis juste à travers et tu arrives de l'autre côté. J'ai fait ce qu'il a dit. J'ai posé le micro et je me suis forcé à me concentrer sur la route, sur les feux arrière d'une voiture qui est apparue devant moi. Un signe bienvenu de normalité dans un monde qui avait soudain basculé sur son axe. J'ai suivi ces lumières comme si c'était une bouée de sauvetage. La tempête a finalement cessé environ 50 km à l'est de Sundance. La pluie s'est atténuée en bruine et la foudre s'est estompée au loin, mais l'image de cette silhouette pâle et sans visage ne m'a jamais quitté. Je suis un homme qui croit en les choses tangibles, dans le bois et l'acier, et la sensation solide de la route sous mes pneus. Mais cette nuit-là, j'ai vu quelque chose qui n'était pas solide, quelque chose qui n'appartenait pas au monde des chèques de paie et des prêts hypothécaires. Il appartenait à la tempête, à l'obscurité, aux histoires que les vieux camionneurs se chuchotent les uns aux autres sur la radio les nuits de pluie. Je suis rentré chez moi auprès de ma famille, comme je le fais toujours. Mais je sais maintenant qu'être prudent n'est pas toujours suffisant, car certains dangers ne sont pas sur la route. Ils sont debout sur l'accotement, attendant la pluie. Je m'appelle Tammy Lewis. J'ai 37 ans et mon monde est construit de papier, d'encre et de signaux satellites. Je suis une planificatrice. Ce n'est pas juste un trait de personnalité. C'est le cœur de mon identité professionnelle. La raison même pour laquelle je réussis dans une industrie qui prospère sur le chaos. Ma vie, sur la route comme ailleurs, fonctionne selon des horaires, des cartes, des itinéraires méticuleusement planifiés qui tiennent compte de tout, de la consommation de carburant au temps d'attente moyen aux stations de pesage. Sur le siège passager de ma cabine, où d'autres conducteurs pourraient avoir une pile d'emballage de fast-food ou un chien endormi, j'ai le classeur. Le classeur est un monstre à anneaux en dés de 8 cm d'épaisseur, un témoignage de mon obsession pour l'ordre. Il est rempli d'imprimés de chaque itinéraire que je pourrais éventuellement prendre. Chaque page est une tapisserie de lignes surlignées, d'annotations manuscrites et d'onglets codés par couleur. J'ai des itinéraires principaux en jaune, des itinéraires secondaires pour les zones de construction connues en orange, et des itinéraires tertiaires d'urgence en rouge. Avant chaque voyage, je croise référence mon GPS d'entreprise avec 2 autres applications de cartographie sur ma tablette, cherchant des divergences, de nouvelles fermetures de route, un chemin plus efficace. Je connais mes arrêts essence, mes pauses repos et mes heures d'arrivée à la minute près. Pour moi, le transport routier n'est pas un voyage. C'est un puzzle logique géant, une équation complexe de temps, de distance et de variables. Et je suis très doué pour la résoudre. Je ne me perds jamais. Alors quand je vous dis que je me suis perdu dans le Wyoming, vous devez comprendre ce que cela signifie. Cela ne veut pas dire que j'ai manqué un virage ou que j'ai des faire demi-tour. Cela veut dire que le puzzle s'est brisé. Cela veut dire que les lois fondamentales de la géographie et de la raison, les principes même sur lesquels toute ma vie est construite, ont simplement cessé de s'appliquer. La cargaison était un transport scellé de grande valeur. Je ne sais jamais ce qu'il y a dedans, juste que c'est assez important pour justifier une remorque scellée dédiée et un itinéraire direct. Je la transportais de Cheyenne, Wyoming à Cody. L'itinéraire est simple, un chemin familier que j'avais déjà emprunté. Une longue ligne droite vers le nord sur l'I-25 jusqu'à Casper, puis un virage vers l'ouest sur la US-20. Une route qui serpente à travers le cœur vide et magnifiquement austère de l'État. C'était un simple problème de A à B. Mais ce jour-là, l'équation a été perturbée. Un accident majeur, un carambolage sur l'I-25 au nord de Cheyenne, avait fermé l'interstate indéfiniment. Mon répartiteur, un homme harassé nommé Dave, m'a appelé. Sa voix était minuscule sur la connexion Bluetooth. Tammy, l'I-25 est un parking. Ça va prendre des heures, peut-être toute la journée. Nous devons te mettre sur un itinéraire alternatif. J'étais déjà en train de feuilleter le classeur. J'en ai un, ai-je dit, ma voix calme et confiante. La route d'État 59 à la 387, puis coupe sur la 50. Ça ajoutera environ 140 km, mais c'est mieux que de rester immobile. Bien, a dit Dave, une note de soulagement dans sa voix. Il connaissait ma réputation. Ça va t'emmener dans les confins du monde, vers la tour. Faites attention là-bas. C'est solitaire. Je n'étais pas inquiète. La solitude était juste une autre variable.
Je l'avais toute mappée dans le classeur et déjà programmée dans mes systèmes GPS primaires et de secours. Route d'état 59 à 387 à 50. Simple. Je me suis installé pour une longue et tranquille conduite à travers le vide ondulant de l'est du Wyoming. Le soleil était brillant dans un ciel bleu sans nuages magnifiques. L'air était vif et propre. Tout, malgré la perturbation initiale, se déroulait selon le plan. Les 2 premiers tronçons du nouvel itinéraire étaient exactement comme prévu. De longs tronçons vides de route à 2 voies bien entretenues. J'ai fait bonne route. Le paysage était un panorama hypnotique de collines vert pâle et brun poussiéreux sous un ciel immense. J'étais dans mon élément, juste moi, mon camion, et le problème soluble de la route devant. Le premier signe de problème est apparu au détour de la route 50. C'était un panneau standard orange et noir en forme de diamant, du genre que j'ai vu 1000 fois. Il était posé sur un support métallique qui semblait légèrement plié, comme s'il avait été installé à la hâte. Les lettres noires en gras disaient « Route fermée devant ». Detour. Une flèche tout aussi tranchante pointait à gauche vers une route de comté étroite qui n'était guère plus qu'une fissure dans le paysage. J.I. Supiré, un souffle de pure frustration, un détour non planifié, non enregistré. C'était ennuyeux, un pli dans mon plan parfaitement lisse, mais ça arrive. Les équipes de route travaillent en été et les fermetures locales n'entrent pas toujours dans les grandes bases de données en temps réel. On fait confiance aux panneaux. C'est l'une des premières règles de la route. J'ai vérifié mon GPS. L'écran montrait mon itinéraire prévu en une ligne bleue confiante. La voix, une femme synthétisée calme, essayait frénétiquement de recalculer. Sa voix numérique insistait « Dans 400 mètres, faites demi-tour légal ». Je l'ai ignoré. Le GPS est un outil puissant, mais il n'est pas omniscient. Il ne sait pas qu'une fermeture temporaire a été mise en place il y a 1 heure par une équipe de route du comté. Le panneau sur le sol l'emporte sur le satellite dans le ciel. Avec un sentiment d'acceptation résigné, j'ai ralenti mon camion et pris le virage. Le camion a gémi en quittant la route d'Étalis pour la route de comté. Elle était pavée, mais juste. L'asphalte était vieux et fissuré, une mosaïque de nids de poules réparés et de fissures en toile d'araignée. La ligne jaune au milieu était un fantôme effacé par le soleil et la neige jusqu'à être à peine visible. La route a immédiatement commencé à tourner, un chemin sinueux et doux qui serpentait à travers des collines basses et herbeuses. Et là, à ma droite, visible dans l'air vaste et clair, se trouvait la tour du diable. Elle ressemblait à une souche d'arbre pétrifiée géante, un pouce colossal dressé hors des plaines. Sa présence à la fois incongrue et profondément, primitivement correcte. J'ai conduit pendant 10 minutes, puis 20. La route continuait à tourner. C'était une courbe constante et douce vers la droite, une lente et hypnotique courbe qui ne se redressait jamais. Chaque fois que je pensais qu'elle allait franchir une colline et se reconnecter à une autoroute principale, elle descendait et tournait à nouveau. Il n'y avait pas d'autres panneaux de détour, pas de bornes kilométriques, pas de numéro de route, pas de boîte aux lettres, pas de maison. Juste l'asphalte fissuré, les collines sans fin et les clôtures de barbelés qui bordaient les pâturages vides. Mon GPS était maintenant officiellement inutile. La voix féminine calme avait abandonné. L'écran montrait l'icône de mon camion assis patiemment dans un champ vert vide, une représentation numérique de hors-carte. Le seul signe de mon voyage était une seule ligne bleue désespérée traçant mon chemin de retour à l'endroit où j'avais quitté la route principale. Un chemin qui ressemblait de plus en plus à un point d'interrogation. Un sentiment d'inquiétude, froid et inhabituel, a commencé à s'insinuer dans les bords de mon esprit hyperlogique. Cela prenait trop de temps. Un détour est censé être une déviation, une courte boucle autour d'un problème. Cela ressemblait moins à une boucle et plus à une spirale. Je n'avais pas vu une autre voiture, pas un seul phare ou nuage de poussière depuis que j'avais pris le virage. Le monde était devenu silencieux, sauf pour le bourdonnement sourd de mon moteur. Le seul repère, le seul point fixe dans ce paysage changeant et sans caractéristiques était la tour. Et j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange à son sujet. Elle ne se rapprochait pas ni ne s'éloignait. Elle ne se décalait pas à ma gauche ou à ma droite alors que je conduisais. Elle semblait rester à la même position exacte par rapport à mon camion, une présence constante sur mon flanc droit. C'était comme si la route sur laquelle j'étais était un cercle parfait et massif tracé autour du monument, et j'étais un petit insecte métallique rampant le long de sa circonférence. Mon cerveau de planificatrice a rejeté l'idée. C'était un jeu de perspective des vastes distances. J'avais besoin d'un repère, d'un point de données concret pour prouver que je faisais des progrès. Et puis j'en ai vu un. C'était une vieille auge rouillée pour le bétail, du genre faite d'une grande cuve en acier galvanisé. Elle était assise juste au bord de la route, blottie contre une clôture où l'un des poteaux en bois avait cassé et penchait à un angle ivre.
La rouille sur l'auge était distinctive, une grande tache en forme de carte ressemblant vaguement à l'État du Texas. J'ai fait une note mentale nette. Une petite épingle lâchée sur ma carte interne. D'accord, au moins je bouge encore vers l'avant. J'ai une base de référence. J'ai conduit pendant encore 15 minutes. Le soleil, qui avait été haut et brillant, commençait à descendre plus bas dans le ciel, sa lumière passant d'un blanc dur à un or plus doux. Les collines déroulaient. Identiques et sans fin, la tour restant à sa position fixe à ma droite. Le sentiment d'inquiétude grandissait, fleurissant en une anxiété véritable et modérée. Et puis je l'ai revue. L'auge rouillée. Mon sang s'est figé. Ce n'était pas une auge similaire. C'était exactement la même. La même tache de rouille en forme de Texas. Le même poteau de clôture cassé et penché. C'était impossible. Je n'aurais pas pu faire demi-tour. Il n'y avait eu aucun embranchement, aucune intersection, aucune bifurcation dans la route. La route était une seule ligne continue et ininterrompue. J'ai continué à conduire, mes mains agrippant le volant si fort que mes phalanges étaient blanches. Mon cerveau de planificatrice court-circuitait, lançant des messages d'erreur comme un ordinateur qui plante. Ce n'était pas logique. Cela ne pouvait pas arriver. Cela devait être une auge similaire. Les éleveurs utilisent le même équipement. Cela devait être une coïncidence. Cela devait l'être. Je me suis accroché à cette explication comme une femme qui se noie à un morceau de bois flotté. 10 minutes plus tard, mon morceau de bois s'est brisé. Je l'ai vu une troisième fois. L'auge, la tache de rouille, le poteau cassé. Elle m'attendait au tournant d'une courbe douce. Un témoignage silencieux et moqueur de mon manque de progrès. La panique, chaude et vive, s'est installée. J'étais piégé. J'étais sur une route qui ne menait nulle part. Une boucle qui n'était pas une boucle. C'était comme si j'étais sur un tapis roulant dans une salle de sport de l'enfer. Le décor juste une projection sur un écran se répétant encore et encore. Le soleil descendait dangereusement bas maintenant. Les ombres des collines s'étirant comme de longs doigts sombres à travers la route. La pensée d'être coincé ici dans cet endroit impossible et illogique après le coucher du soleil était terrifiante d'une manière que je n'avais jamais connue. Ce n'était pas la peur d'une panne ou d'un détournement. C'était la peur que le monde lui-même se délitait. J'ai écrasé les freins, arrêtant le gros camion au milieu de la non-route. Le silence qui est descendu quand j'ai coupé le moteur était absolu et terrifiant. J'ai sorti le classeur, mes mains tremblantes. J'ai étalé mes cartes sur le siège passager, ma tablette à côté d'eux, son écran me montrant toujours perdu dans un vide vert. Je les ai regardés, aux lignes, nettes et aux progressions logiques, essayant de forcer le monde à avoir de nouveau du sens, essayant d'imposer l'ordre de mon monde de papier sur le chaos du réel. Mais les cartes étaient inutiles. Elles me montraient où je devrais être, pas où j'étais. J'étais dans un endroit qui n'était pas sur la carte. Il n'y avait qu'une seule chose logique à faire. Même dans ce cauchemar illogique, je devais rebrousser chemin. Je devais reprendre le chemin par lequel j'étais venu. J'ai démarré le moteur, son rugissement un cri de défi contre le silence oppressant. J'ai trouvé un endroit où l'accotement était légèrement plus large et commencé le processus pénible et épuisant nerveusement de faire demi-tour avec mon camion de 21 mètres sur une route à 2 voies étroites. Cela m'a pris 20 minutes agonisantes, mes nerfs s'effilochant à chaque centimètre où je reculais vers le fossé. Mon cou tendu, mes rétroviseurs ne me montrant que les mêmes collines vides. Finalement, je pointais dans la direction d'où je venais. J'ai commencé à conduire, mes yeux écarquillés pour le détour vers la route principale, priant pour qu'il soit toujours là. J'ai conduit. Le soleil a touché l'horizon, et le monde a été plongé dans la lumière crépusculaire surréaliste et sombre. Les collines étaient projetées dans de longues ombres déformées, et le paysage, qui n'avait été que monotone, semblait maintenant menaçant. La tour était maintenant à ma gauche, un sombre et silencieux sentinelle regardant ma pathétique tentative d'évasion échouée. Et puis, comme un cauchemar récurrent, j'ai dépassé l'auge rouillée encore une fois. Cette fois, cela ressemblait à une pierre tombale, marquant la tombe de ma santé mentale. Juste alors que le désespoir noir total allait s'installer, que j'étais sur le point de simplement arrêter le camion et m'effondrer complètement, je l'ai vu devant au bord de la route, scintillant dans les dernières lueurs, le panneau de détour. C'était le même panneau orange et noir fragile posé sur son support métallique plié. Mais maintenant la flèche pointait à ma droite, me montrant le chemin de retour vers l'autoroute que j'avais quitté ce qui semblait être une vie entière. J'ai ralenti le camion au pas en m'approchant, mon cœur martelant contre mes côtes. J'ai regardé la route par laquelle je venais de venir. Elle s'étendait dans les collines sombres. La même route fissurée, sinueuse et impossible. Puis j'ai regardé à ma droite. La route principale était juste là. À moins de 30 mètres de l'asphalte lisse et des marquages clairs et brillants, une vision de belle et bénie normalité.
Elle avait été là tout le temps, juste au-delà d'une petite élévation que je n'avais pas pu voir. Avec un sanglot de soulagement, j'ai pris le virage, mes pneus ronronnant alors qu'ils touchaient la surface bien entretenue de la route d'État. J'étais de retour. J'étais libre. J'ai conduit environ 400 mètres, mon corps tremblant avec les répliques d'adrénaline et de soulagement. Je me suis arrêté sur l'accotement large et stable, et j'ai mis le camion au point mort. J'avais besoin d'une minute pour me ressaisir, pour respirer, pour me rassurer que j'étais de retour dans le monde réel. J'ai regardé dans mon rétroviseur, ayant besoin d'un dernier regard sur l'embouchure de ce chemin latéral infernal. La route de Comté avait disparu. Le panneau de détour avait disparu. Là où l'intersection aurait dû être, d'où je venais juste de tourner, il n'y avait qu'une ligne ininterrompue d'herbe et d'armoise s'étendant du bord de l'autoroute à une clôture de barbelés. Il n'y avait pas de route secondaire. Il n'y avait pas de détour. Je suis resté là pendant longtemps, le moteur tournant au ralenti, regardant le dernier du soleil disparaître et les premières étoiles apparaître dans le ciel violet profond. Le classeur, avec toutes ses lignes nettes, ses calculs soigneux et sa logique inébranlable, était assis sur le siège passager, un monument. À un type d'ordre qui ne s'appliquait pas ici. J'avais conduit pendant des heures sur une route qui n'existait pas. J'avais été prise dans une boucle, un pli dans le tissu du monde, un bug dans la matrice, tout sous le regard silencieux et vigilant de cette ancienne et silencieuse tour. J'ai finalement mis le camion en vitesse et suis reparti sur la route, ne prenant pas la peine de vérifier mon GPS ou mon heure d'arrivée estimée. Je savais que mon emploi du temps était fichu. Le puzzle net et prévisible de ma journée avait été brisé. J'avais appris une leçon terrifiante sur cette route inexistante. Peu importe à quel point vous planifiez bien, peu importe le détail de vos cartes, il y a des détours que vous ne pouvez pas prévoir. Et certains endroits que vous ne trouvez pas sur une carte, ce sont eux qui vous trouvent. Je m'appelle Karl Peterson. J'ai 55 ans et mon corps est une carte routière des 35 ans que j'ai passé derrière le volant d'un semi-remorque. Mon genou gauche me fait mal quand la pluie arrive. Une douleur sourde qui me dit plus que n'importe quelle prévision météorologique. Mon dos est une plainte constante et modérée. Un souvenir de millions de kilomètres de mauvaises routes et de matelas d'air de repos encore pire. Je conduis depuis que j'ai 20 ans, depuis avant les jours du GPS et de la radio satellite, à l'époque où un bon jeu de cartes et une puissante CB étaient les meilleurs amis d'un conducteur. Maintenant je suis sur la pente descendante vers la retraite. La dernière longue côte avant de pouvoir finalement garer le camion pour de bon. Ma femme Linda a un grand bocal en verre sur le comptoir de la cuisine juste à côté de la cafetière. C'est un bocal à cornichons lavé et propre, et sur le devant elle a collé une étiquette écrite de son écriture soignée et attentive. Croisiere in Alaska. Chaque mois quand les chèques arrivent, nous mettons de côté un peu plus. Plier les billets et les pousser à travers la fente du couvercle. Regarder ce bocal se remplir billet par billet est la seule chose qui me fait traverser les longues nuits, les kilomètres sans fin et la nourriture bon marché et grasse qui fait tourner cette industrie. Je ne suis pas un chercheur de sensations fortes. Je ne suis pas un homme qui aime la route ouverte pour sa romance. Je suis un homme qui est fatigué, un homme qui travaille simplement vers une ligne d'arrivée qui implique une cabine avec balcon et une vue sur les glaciers. J'ai vu assez de choses bizarres sur la route pour remplir un livre. J'ai vu des accidents horribles, des voitures accordéonnées en forme méconnaissable. J'ai conduit par un temps fric, des tempêtes de neige qui apparaissaient d'un ciel bleu clair, et des orages qui jetaient la foudre comme des dieux en colère. J'ai vu des gens dans leur voiture faire des choses qu'ils pensent que personne ne peut voir, perdus dans leur propre petit monde de passion ou de désespoir. Mais c'était tout explicable. C'était juste une partie de la tapisserie étrange, désordonnée et parfois tragique de l'humanité. Ce que j'ai vu un mardi soir tranquille sur la route 24 dans le cœur profond et sombre du Wyoming ne faisait pas partie de cette tapisserie. C'était un fil d'ailleurs entièrement, quelque chose d'un endroit où les règles de notre monde sont effilochées et déchirées. La cargaison était simple, aussi routinière que possible. De l'engrais palette d'une usine au Nebraska à une coopérative agricole dans le nord du Wyoming. C'était un itinéraire que je connaissais bien, une séquence familière d'interstates et de routes d'État. Le dernier tronçon du voyage, la partie la plus solitaire, me mènerait juste devant la tour du diable au beau milieu de la nuit. Je l'avais conduite des centaines de fois et n'y avais jamais beaucoup pensé. Pour moi, c'était juste un gros rocher, un repère massif et silencieux qui me disait que j'étais à environ 2 heures de ma livraison, 2 heures plus près de finir la course et de rentrer chez moi. La nuit était parfaite pour conduire. L'air était clair et froid, le genre de nuit des hautes plaines où les étoiles ressemblaient à des éclats de glace éparpillés sur du velours noir. La lune était un mince croissant dur projetant assez de lumière pour donner aux collines ondulantes un bord argenté fantomatique. La route était à moi. Je n'avais pas vu un autre véhicule depuis la meilleure partie d'une heure. C'était juste moi,
le grondement régulier et réconfortant de mon moteur et la pensée agréable et récurrente que le bocal de croisière en Alaska devenait un peu plus plein. Je roulais à un régulier 95 km/h. Mon esprit dans cet état demi-méditatif que tous les routiers longue distance connaissent si bien. Vous êtes éveillé. Vous êtes alerte. Vos mains sont stables sur le volant, mais une partie de votre cerveau fait du surplace. C'est un état de vigilance détendue, un pilote automatique mental qui vous permet d'engloutir les kilomètres. C'est alors qu'un scintillement de lumière dans mon rétroviseur côté conducteur, une minuscule lumière de mouvement dans l'immensité de l'obscurité statique derrière moi, m'a ramené à pleine attention. C'était une paire de phares loin derrière moi, mais approchant vite. Je n'y ai pas beaucoup pensé au début. Il était tard, mais ce n'était pas inouï de voir un autre véhicule. C'était probablement juste un local dans un pick-up, impatient de rentrer chez lui après un quart de travail tardif. Ou peut-être un autre camionneur poussant pour respecter une deadline. J'ai regardé les lumières grandir régulièrement dans mon miroir, une vue familière dans mon métier. Mais alors que le véhicule se rapprochait, sa forme a commencé à se résoudre, et j'ai réalisé que ce n'était pas un pick-up. C'était un autre camion, un vieux. C'était un plateau, un tracteur sans remorque. La cabine était un design court et avancé, un modèle cabine avant que je n'avais pas vu en usage régulier depuis au moins 20 ans. La peinture était un sale désordre rouille coloré qui semblait absorber la lumière de la lune plutôt que la refléter, lui donnant une étrange qualité plate et bidimensionnelle. Les phares étaient d'une couleur jaune faiblement malade, comme de vieilles ampoules fatiguées luttant pour repousser l'obscurité. Le camion a réduit la distance entre nous avec une vitesse prédatrice dérangeante. Il n'a pas ralenti en approchant mon arrière. Il continuait juste à venir, un taureau chargeant implacable. Je me suis préparé, m'attendant à ce qu'il se déporte dans la voie opposée et défile en trombe devant moi. Mais il ne l'a pas fait. À la dernière seconde possible, il a ralenti brusquement et s'est installé juste derrière moi. Et quand je dis juste derrière moi, je veux dire qu'il était sur mes bavettes. Il était si près que ses phares jaunes faibles étaient complètement avalés par le volume de ma remorque. Tout ce que je pouvais voir dans mon miroir était le haut de sa cabine et la forme sombre et menaçante de sa calandre, qui ressemblait à une bouche pleine de dents cassées. C'était un acte d'agression insensé, un défi flagrant. Ma première réaction a été une montée d'irritation pure. « Descends de ma queue, idiot !» ai-je marmonné à la cabine vide, mes mains se serrant sur le volant. Rouler au pare-choc est l'une des choses les plus stupides et les plus dangereuses que vous pouvez faire sur l'autoroute. Et le faire à un semi-remorque pleinement chargé est suicidaire. Si je devais freiner soudainement pour un cerf ou toute autre raison, tu serais encastré dans ma remorque avant même de savoir ce qui se passait. J'ai décidé de lui donner un avertissement doux. J'ai tapoté mes freins quelques fois. Un rapide et poli flash de mes feux de freinage rouge vif. C'est le signal universel pour reculer. Le camion n'a pas bougé. Il est resté verrouillé en position. Une ombre menaçante et parasite collée à mon arrière. Maintenant je devenais en colère. J'étais trop vieux pour ces genres de jeux puérils et dangereux. Mon cœur battait un peu plus vite, l'adrénaline commençant à couler. Très bien, mon pote. Tu veux jouer ? Ai-je marmonné. J'ai accéléré un peu, poussant mon camion à 105. Le plateau rouillé a égalé ma vitesse instantanément, ne variant jamais sa distance d'1 centimètre. C'était comme s'il était magnétiquement attaché à moi. J'ai ralenti à 90. Il a ralenti avec moi, un mouvement parfaitement synchronisé qui était à la fois impressionnant et profondément dérangeant. C'était comme s'il était attaché à moi par une corde invisible et inflexible. Un filet de sueur froide a coulé sur ma tempe malgré le froid dans la cabine. Ce n'était pas une conduite agressive normale. Ce n'était pas de la rage au volant. C'était autre chose. C'était prédateur. Cela semblait calculé. Intelligent et complètement alien. La route devant était une longue ligne droite vide, un ruban argenté sous la lumière de la lune. J'ai décidé que je devais essayer de voir le conducteur, ce maniaque qui jouait à la poule mouillée avec 40 tonnes d'acier. J'avais besoin de voir le visage de la personne qui faisait cela. J'ai ajusté mon rétroviseur côté conducteur, l'inclinant vers le bas et vers l'intérieur, essayant d'obtenir un angle qui me permettrait de voir dans sa cabine. La lumière de la lune était brillante. Assez brillante pour que je puisse voir une silhouette, la forme d'une personne derrière le volant. Peut-être la lueur faible d'une cigarette ou d'une lumière de tableau de bord. J'ai plissé les yeux, me concentrant sur le rectangle sombre et sale de son pare-brise. Il n'y avait rien. J'ai cligné des yeux, pensant que mes yeux fatigués me jouaient des tours, que la lumière étrange et faible créait une illusion. J'ai regardé à nouveau, plus fort cette fois. Mon visage proche du miroir. La cabine était vide. Il n'y avait pas de silhouette. Il n'y avait pas de mouvement. Il n'y avait pas de lueur faible d'un tableau de bord. Le siège du conducteur,
une forme sombre et massive, était vacant. Le volant était un cercle sombre et immobile contre l'intérieur légèrement moins sombre. Le camion se conduisait tout seul. La réalisation m'a frappé non pas comme une pensée, mais comme un coup physique. C'était comme si un point de glace venait de perforer ma poitrine, me volant mon souffle et laissant un vide gelé et creux. Ma gorge s'est constricte. Une vague de terreur pure, non adultérée. Une peur que je n'avais pas ressentie depuis que j'étais enfant, me réveillant d'un cauchemar, m'a submergé. Mon esprit logique et pratique de 55 ans s'est précipité, cherchant désespérément une explication rationnelle. Un jeu de lumière, un reflet. Peut-être que le conducteur était affalé endormi. Mais qui serait endormi pendant que son camion reflète parfaitement chacun de mes mouvements à 95 km/h? Non. Je savais ce que je voyais, ou plutôt ce que je ne voyais pas. Il n'y avait pas de conducteur. Le vieux camion rouillé était toujours là. Une présence silencieuse et malveillante accrochée à ma queue. Je pouvais le sentir plus que le voir maintenant. Un poids palpable dans l'air derrière moi, une pression contre l'arrière de ma cabine. Je me sentais chasses. Le sentiment était primal, ancien. Je n'étais plus un homme dans une machine. J'étais une proie, étant traqué par un prédateur fait de rouille et d'acier. Mes mains étaient glissantes de sueur sur le volant. Mon cœur était un tambour frénétique contre mes côtes, si fort que j'étais sûr qu'il était audible par-dessus le rugissement du moteur. L'image de la croisière en Alaska, de Linda, de ma vie calme et prévisible semblait à 1 million de kilomètres. Un rêve d'une autre vie. Mon monde entier s'était rétréci aux confins de ma cabine, et l'horrible camion vide dans mon miroir. Je devais partir. L'instinct de préservation, brut et accablant, a pris le dessus. J'ai écrasé l'accélérateur au plancher. Mon gros moteur cumain a beuglé. Un rugissement profond et guttural de protestation alors que je le poussais au-delà de la ligne rouge. Le camion a sursauté en avant, l'aiguille du compteur de vitesse montant. 110. 120. 130. Le vent hurlait passer mes fenêtres, un cri aigu et lugubre. Toute la cabine vibrait, le châssis gémissant sous la pression. Je volais sur cette route à 2 voies à une vitesse qui était imprudente, suicidaire, mais je m'en fichais. Je devais briser le lien invisible. Je devais m'échapper. J'ai osé regarder dans le miroir, mon cœur se serrant en le voyant. Le vieux plateau rouillé était toujours là. Il était resté avec moi à ses yeux jaunes, malade brûlant un trou dans mon miroir. C'était comme si les lois de la physique de la masse et de l'inertie et de la résistance au vent ne s'appliquaient pas à lui. Un vieux camion comme celui-là, roulant sans remorque, sans poids sur ses essieux, aurait dû rebondir partout sur la route à cette vitesse. Il aurait dû lutter pour suivre, mais il était parfaitement stable. Une ombre solide de mort. Sa poursuite sans effort est terrifiante. Devant, j'ai vu une courbe serrée dans la route, serpentant autour d'un affleurement rocheux sombre. Une idée désespérée, insensée née de la panique pure s'est formée dans mon esprit. C'était un pari terrible, mais c'était la seule carte qu'il me restait à jouer. J'ai gardé mon pied au plancher jusqu'à la dernière seconde possible, laissant le camion fantôme penser que j'allais essayer de prendre la courbe à cette vitesse insensée. Puis j'ai écrasé les freins. Les freins à air ont hurlé, un son d'agonie mécanique pure. Mon camion a tremblé violemment, les pneus hurlant en protestation alors que je luttais avec le volant, essayant d'empêcher la remorque de balancer et de faire un tête-à-queue. J'essayais de forcer le camion fantôme à faire un choix. Soit me rentrer dedans, soit se déporter pour m'éviter. Je me suis préparé pour l'impact, pour le crunch final des malades du métal, qui j'étais sûr serait le dernier son que j'entendrais jamais. J'ai fermé les yeux, mais il n'y a pas eu d'impact. Il n'y a pas eu de son de pneus qui crissent, de verre qui se brise, de métal qui se déchire. J'ai ouvert les yeux alors que mon camion ralentissait, son moment dissipé. Le plateau rouillé n'a pas freiné. Il n'a pas dévié. Il a simplement tourné. Il a vivement dévié vers la droite, quittant le revêtement comme s'il était une suggestion optionnelle. Il n'a pas ralenti. Il a continué à pleine vitesse, se dirigeant droit dans les plaines vides de sauge éclairées par la lune. Il a rebondi violemment sur le terrain rugueux et inégal. Ses phares jaunes coupant une trajectoire folle à travers l'obscurité. Il se déplaçait avec un but surnaturel et terrifiant, comme une machine possédée par une seule pensée malveillante. J'ai arrêté mon camion au milieu de l'autoroute, mon souffle venant en sanglots rauques. J'ai regardé, fasciné et horrifié, alors que le camion fantôme continuait son voyage impossible. Il a conduit pendant encore 800 mètres dans la nature, dans un endroit où aucune route n'avait jamais été. Et puis ces lumières se sont simplement éteintes. Elles ne se sont pas estompées dans la distance. Elles se sont éteintes d'existence comme si un interrupteur avait été actionné, ne laissant que les plaines silencieuses, vides et éclairées par la lune. Le camion avait disparu.
Je suis resté dans ma cabine, le moteur tournant au ralenti, son ronronnement familier, le seul son dans un monde qui était devenu complètement, terrifiantement silencieux. Je tremblais incontrôlablement, un tremblement profond et qui claquait des dents que je ne pouvais pas arrêter. J'ai essayé d'utiliser la radio CB pour appeler, pour demander si quelqu'un d'autre était là-bas, si quelqu'un avait vu ce que j'avais vu, mais ma main tremblait si fort que je pouvais à peine tenir le micro. Est-ce que quelqu'un a vu ça? Ai-je balbutié dans le statique, ne sachant même pas si je transmettais. La radio a répondu avec un sifflement vide des morts. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là. Cela aurait pu être 5 minutes ou 1 heure. Le temps avait perdu son sens. Finalement, l'instinct de survie profondément ancré, le besoin professionnel du conducteur de continuer à avancer, a pris le dessus. Je devais partir d'ici. J'ai mis le camion en vitesse et conduit, mes yeux allant constamment à mes rétroviseurs, mon cœur se serrant à chaque ombre, m'attendant pleinement à voir ces 2 lumières jaunes réapparaître derrière moi. Mais la route est restée vide. J'ai fait ma livraison dans un état second, mes mains tremblant encore en signant les papiers. Le responsable de la coopérative m'a demandé si je me sentais bien. J'ai juste hoché la tête et marmonné quelque chose à propos d'une longue nuit. J'ai pris un itinéraire différent pour rentrer, un long chemin détourné qui a ajouté 6 heures à mon voyage juste pour éviter ce tronçon d'autoroute, pour éviter l'endroit où les règles s'étaient brisées. Je n'ai jamais dit à Linda. Comment aurais-je pu? Comment aurais-je pu mettre en mots la terreur pure des déformantes de cette nuit? Comment expliquer que j'avais été poursuivi par un camion fantôme, une machine sans conducteur, un prédateur fait de rouille et de malice? Elle aurait pensé que j'avais perdu l'esprit, que les années sur la route m'avaient finalement fissuré. Alors, j'ai juste mis $100 de plus dans le bocal de croisière en Alaska et lui ai dit que j'avais eu une bonne course. Parfois, même maintenant, quand je conduis la nuit sur une route solitaire et qu'une paire de phares apparaît dans mon miroir, mon cœur se serre encore. Une sueur froide éclate sur mon front et mes mains agrippent le volant jusqu'à ce que mes phalanges soient blanches. Je compte les jours jusqu'à ce que je puisse accrocher mes clés pour la dernière fois. Jusqu'à ce que je puisse entendre ce klaxon de bateau de croisière sonner et savoir que mes kilomètres sont faits. J'ai assez vu de la route ouverte. Je sais maintenant que tous les monstres ne sont pas dans les livres d'histoire. Certains d'entre eux sont là-bas sur les autoroutes roulant sans conducteur, leurs yeux jaunes cherchant quelqu'un à suivre dans l'obscurité. Je m'appelle Jessica White. J'ai 32 ans et dans un monde qui semble encore surpris de voir une femme derrière le volant d'un gros camion, je suis une plateau. Cela signifie que je ne transporte pas les boîtes propres et ordonnées. Je transporte les grosses choses gauches et difficiles, des poutres en massive qui deviendront le squelette de bâtiments, des machines industrielles surdimensionnées qui ressemblent à de la technologie alien, des tuyaux colossaux qui pourraient avaler un homme. C'est un travail physiquement exigeant qui nécessite plus que juste conduire. Cela nécessite de sécuriser la cargaison avec de lourdes chaînes et des sangles, d'équilibrer le poids parfaitement et de manœuvrer à travers des espaces qui n'ont jamais été conçus pour quelque chose d'aussi grand. Je suis fier du fait que je peux le gérer. Je suis forte. Je suis indépendante. Et je ne me laisse pas facilement effrayer. Ma carrière a été une tournée des endroits les plus désolés du pays. J'ai dormi dans ma cabine dans le silence épais et insecte des marais de Louisiane, le calme oppressant et trempé de chaleur des déserts du Nevada, et le vide immense balayé par le vent des grandes plaines. J'ai toujours trouvé une paix profonde et profonde dans le silence de ces endroits éloignés. C'était une pause bienvenue du bruit constant des villes, du bavardage sans fin de la radio CB et du bourdonnement de l'autoroute. Le silence était ma récompense, une chance de réinitialiser, d'être seul avec mes propres pensées sous un dé d'étoiles que l'on ne peut voir d'aucun autre endroit. Mais une nuit dans un canyon tranquille à l'ombre de la Tour du Diable, le silence a été brisé par un son si terrible, si fondamentalement faux que je donnerais maintenant n'importe quoi pour récupérer le bruit. J'échangerais une vie de bourdonnement d'autoroute juste pour ne plus avoir entendu ce que j'ai entendu cette nuit-là. Le travail était un bon. Je transportais une cargaison de poutres en acier d'un fabricant au Colorado à un nouveau chantier de construction au Montana. L'emploi du temps était détendu, un livre quand vous le livrez genre d'affaires, ce qui est un luxe rare dans ce métier. Cela signifiait que je ne me poussais pas, que je ne courais pas après l'horloge. Je pouvais prendre mon temps, profiter de la conduite, et prendre mes 10 heures de pause réglementaire sans me sentir coupable. Alors que le soir tombait, je me suis retrouvé sur une route d'état tranquille qui serpentait à travers une série de canyons rocheux profonds dans le nord-est du Wyoming. Le paysage était à couper le souffle, presque agressivement beau. Des falaises abruptes de roches rouges et grises striées de millions d'années d'histoire géologique s'élevaient de chaque côté de la route. Le soleil couchant peignait les faces rocheuses dans des teintes ardentes d'orange et de violet profond meurtri. Au loin, visible à travers une encoche en forme de V dans les parois du canyon, se trouvait la Tour du Diable. Elle se dressait comme une forme sombre, menaçante et complètement alien contre le ciel crépusculaire vibrant.
Elle ne ressemblait pas à ce qu'elle appartenait au paysage environnant. Elle ressemblait à ce qu'elle avait été déposée là d'un autre monde. Mon livre de bord, l'impitoyable sentinelle électronique qui gouverne la vie d'un camionneur, m'a dit qu'il était temps pour ma pause réglementaire de 10 heures. Juste au moment où la pensée me traversait l'esprit, j'ai vu un petit panneau brun. Vue panoramique dans 400 mètres. Cela ressemblait à un cadeau des dieux de la route. Je me suis arrêté. C'était un endroit parfait, meilleur que n'importe quelle aire de repos. Le belvédère était une large zone semi-circulaire pavée taillée dans le flanc du canyon avec un mur de pierre bas au bord fournissant une barrière contre la chute vertigineuse. En dessous, le fond du canyon était un enchevêtrement sombre et sauvage de pins et de rochers massifs et en désordre. Un endroit sauvage et Indomped. J'étais la seule. Le dernier touriste était parti depuis longtemps. Le soleil a finalement disparu sous l'horizon, et l'air est devenu froid avec la rapidité d'un soir de haute altitude. Je suis passé par ma routine. J'ai fait mon inspection post-voyage, marchant le long de mon camion, tapotant les pneus avec un pied de biche, vérifiant les chaînes sur ma cargaison. Le bruit familier de la matière et du métal, un son réconfortant et solide. J'ai cuisiné un repas rapide de soupe et de crackers sur ma petite cuisinière portable, la vapeur de la casserole montant dans l'air vif et propre. Puis, contente et fatiguée, je suis monté dans ma couchette, un petit monde confiné et confortable, et me suis installé pour la nuit. Le silence était absolu, une couverture épaisse et lourde brisée seulement par le murmure doux et presque inaudible du vent à travers le canyon. C'était paisible. C'était parfait. Je me suis endormi rapidement et profondément, de la manière dont vous ne le faites que lorsque vous êtes physiquement fatigué et mentalement à l'aise. Je ne sais pas quelle heure il était quand le son m'a réveillé pour la première fois. Il était faible, lointain, et pendant un moment, je n'étais pas sûr de l'avoir entendu ou rêvé. C'était un son de gémissement aigu et mince, éthéré, comme le vent sifflant à travers une fissure étroite dans la roche par une nuit de tempête. Mais il n'y avait pas de tempête. J'étais à moitié endormi, mon esprit flou et réticent à s'engager. Je me suis retourné, tirant ma couverture plus serrée autour de mes épaules, essayant de sombrer à nouveau dans l'oubli bienvenu du sommeil. Puis je l'ai entendu à nouveau. Cette fois, c'était plus fort, plus distinct. Et ce n'était pas le vent. Le vent est un son naturel, sans esprit. Ce son avait une voix. Il avait une intention. C'était un cri. C'était indéniablement un cri humain, mince et nasillard, comme porté d'une grande distance, mais tranchant d'une terreur qui coupait l'air nocturne. Il a fait écho sur les parois du canyon, le son rebondissant et se multipliant, le rendant impossible de dire d'où il venait. Il a monté en puissance jusqu'à un hurlement frénétique et désespéré, et puis il a été brusquement coupé comme si une main avait été plaquée sur une bouche. Je me suis assise d'un bond dans ma couchette, mon cœur instantanément martelant un rythme frénétique et paniqué contre mes côtes. Ma première pensée rationnelle était que c'était un animal. J'ai entendu les cris d'un puma, les jappements et hurlements des coyotes. Ils peuvent ressembler étrangement à des humains, mais j'ai entendu ces sons auparavant. Celui-ci était différent. C'était humain. C'était le son d'une personne dans une terreur ou une agonie mortelle. J'ai tendu l'oreille, mon corps rigide, écoutant le silence maintenant assourdissant. Peut-être que je l'avais imaginé. Peut-être que c'était le dernier vestige d'un cauchemar. Mon cerveau endormi me jouant des tours. Le seul son était le bourdonnement bas, presque subliminal du petit réfrigérateur de mon camion et ma propre respiration rauque et superficielle. J'étais sur le point de me rallonger, de me convaincre que ce n'était rien quand c'est venu à nouveau. Et cette fois, il n'était pas seul. C'était une chorale de cris. Ils ont éclaté du canyon en dessous. Une cacophonie de voix terrifiées. Des hommes et des femmes. Même ce qui ressemblait aux cris aigus et perçants d'enfants tous hurlant à la fois. C'était un son du plus profond et plus sombre puis d'un cauchemar collectif. Un son de panique de masse et d'horreur inimaginable. Ce n'était pas juste des cris de peur. C'étaient des cris de douleur, d'angoisse, de pur désespoir sans espoir. Les voix ont fait écho et se sont chevauchées, rebondissant sur les parois rocheuses, créant un paysage sonore tridimensionnel étourdissant et terrifiant qui a rempli ma cabine. Cela ressemblait à ce qu'une centaine de personnes étaient massacrées au fond du canyon. J'ai grimpé hors de ma couchette et dans le siège du conducteur, mes mains tremblant si fort que je pouvais à peine trouver les accoudoirs. J'ai regardé à travers le pare-brise dans l'obscurité d'encre. Le canyon était un vide noir, un puits de néant. Je ne pouvais rien voir, mais je pouvais l'entendre. Les cris étaient implacables, une marée d'horreur auditive pure qui semblait passer à travers le métal et le verre de mon camion et enfoncer ses griffes glacées directement dans mes os. C'était un son qui contournait les oreilles et allait droit à l'âme. Mon esprit courait, cherchant désespérément un conteneur logique pour ce son impossible. Qu'est-ce que cela pourrait être? Un accident d'autocar de touristes?
Un bus s'était-il sorti de la route quelque part en haut? Un groupe de randonneurs qui était tombé? Une terrible réaction en chaîne dans l'obscurité? J'ai attrapé mon téléphone de son berceau sur le tableau de bord, mes doigts tâtonnant sur l'écran de verre lisse. J'avais une barre de service, un signal faible et vacillant qui était ma seule connexion au monde sain. J'ai composé le 911. La voix du répartiteur était calme, professionnelle et complètement surréelle. Une voix d'un monde où les choses avaient du sens. Un contraste frappant avec le bruit infernal qui faisait écho de l'extérieur de mon camion. 911. Quelle est votre localisation et la nature de votre urgence? Je suis une camionneuse, ai-je dit, ma propre voix tremblant tellement que je la reconnaissais à peine. Je suis à un belvédère sur l'autoroute. Je pense que c'est la 112, près de la Tour du Diable. Il y a un canyon ici. J'entends des cris. Beaucoup de cris. Cela ressemble à mon Dieu. Cela ressemble à quelque chose de terrible qui s'est passé. Des cris, madame. Le répartiteur a demandé, sont-on toujours énervant calme? Pouvez-vous décrire les cris? Ce sont des gens. Des dizaines d'entre eux. Cela ressemble à un massacre, ai-je hurlé, ma voix se brisant d'hystérie. J'ai pressé le téléphone plus fort contre mon oreille, comme si cela pouvait d'une manière ou d'une autre la faire comprendre l'urgence, l'horreur pure du son. Les cris à l'extérieur semblaient gonfler en volume, un cœur désespéré et suppliant qui implorait de l'aide. « D'accord, madame, restez calme », a dit le répartiteur, sa voix prenant un ton plus ferme, plus pratiqué. « Restez dans votre véhicule et verrouillez vos portes. Nous enverrons un shérif adjoint à votre localisation. Pouvez-vous voir quelque chose dans le canyon? Non, il fait noir comme dans un four, mais vous devez envoyer de l'aide. Des gens meurent, ai-je supplié, des larmes de frustration et de terreur montant à mes yeux. Un adjoint est en route, madame. Votre localisation se situe à environ 25 km à l'ouest de la tour. Nous connaissons le belvédère. Restez juste là. La ligne s'est coupée. J'étais de nouveau seul avec les sons. Les cris ont continué pendant ce qui semblait être une éternité. Ce n'était pas une note constante et unique. Ils montaient et descendaient. Parfois, ils s'atténuaient jusqu'à un gémissement collectif bas, un son déchirant de douleur et de désespoir qui était presque pire que les hurlements. Puis, comme si une nouvelle horreur était infligée, ils remonteraient en une vague de cris aigus et perçants qui ressemblaient à des aiguilles dans mes oreilles. Je suis resté blotti dans le siège du conducteur, mes genoux remontés contre ma poitrine, mes bras enroulés autour d'eux dans une tentative futile de me faire plus petite, de me protéger d'une menace qui était seulement du son. J'ai regardé dans l'obscurité qui cachait une horreur indicible. J'étais une femme forte et indépendante, une personne qui était fière de sa compétence et de son courage. Mais à ce moment, je me sentais comme un petit enfant sans défense, terrifié du monstre sous le lit. Après environ 30 minutes, qui ont semblé une vie, j'ai vu la vue. Bénie et magnifique de feux rouges et bleus clignotants approchant de l'autoroute en bas. Une voiture de shérif s'est arrêtée au belvédère et a garé derrière mon camion, ses lumières baignant ma cabine d'une disco d'urgence silencieuse et stroboscopique. Un adjoint est sorti, un homme grand avec un visage calme et usé et les mouvements lents et délibérés de quelqu'un qui a tout vu. Il a marché jusqu'à ma cabine, sa main reposant avec désinvolture sur son arme de côté et a braqué sa puissante lampe de poche sur mon visage. J'ai protégé mes yeux de l'éblouissement et ai baissé la vitre. « Êtes-vous celle qui a appelé ?» Il a demandé, sa voix un grondement bas et stable. « Oui, oui. Vous ne pouvez pas l'entendre ?» ai-je chuchoté, ma voix, gesticulant frénétiquement vers le canyon avec une main tremblante. Il a penché la tête, un geste d'écoute patiente. Les cris étaient toujours en cours, plus faibles maintenant. Un hurlement aigu et strident au loin, comme si le son finissait par manquer d'énergie. L'expression de l'adjoint n'a pas changé. Il n'a pas l'air alarmé ou inquiet. Il avait juste l'air fatigué. « Entendre quoi, madame ?» il a demandé, sa voix douce. Je l'ai regardé avec une incrédulité totale. Était-il sourd? Se moquait-il de moi? Les cris. « Écoutez !» ai-je insisté, ma voix montant à nouveau. Il est resté là dans l'air froid de la nuit pendant une minute entière, sa tête penchée comme une statue d'autorité patiente. Puis il a lentement secoué la tête. « Je n'entends que le vent, madame. Il devient assez fort dans ces canyons. La façon dont il est canalisé à travers les rochers, il peut vous jouer des tours. » Non, ce n'est pas le vent, ai-je insisté, ma voix se brisant avec une nouvelle sorte d'hystérie. L'hystérie de ne pas être cru. C'étaient des gens. Je les ai écoutés pendant près d'une heure. Ils hurlaient de douleur. L'adjoint a soupiré. Un long son las qui semblait porter le poids de 100 nuits similaires. Nous recevons cet appel quelques fois par an, a-t-il dit, sa voix devenant plus basse, plus confidentielle.
Toujours de ce belvédère, toujours par une nuit claire et tranquille. Quelqu'un s'arrête pour se reposer et ils entendent les échos du canyon, comme les anciens les appellent. Échos du canyon, ai-je répété, les mots se sentant étranges et sans signification dans ma bouche. Mon esprit luttait pour saisir ce qu'il disait. Pour passer de l'horreur tangible d'un massacre à l'horreur intangible qu'il suggérait. Il y a une histoire, a-t-il dit, sa voix devenant encore plus basse comme s'il partageait un secret. Une légende. À la fin des années 1800, un convoi de chariots de colons essayant de devancer l'hiver a pris un raccourci à travers ce canyon. Ce n'était pas une vraie piste. Ils se sont retrouvés piégés par une tempête de neige hâtive. La neige est tombée si vite et si profondément qu'ils ne pouvaient pas sortir les chariots. On dit qu'aucun d'entre eux ne l'a fait. Ils sont morts de faim ou de froid là en bas sur le fond du canyon. Il a fait un geste avec sa lampe de poche dans l'obscurité. Le faisceau avalé par l'immense vide sombre. L'histoire dit que certaines nuits, quand l'air est juste, le canyon le rejoue. Il se souvient. Nous entendons le son d'eux mourants. Je l'ai regardé, ma bouche béante, une terreur froide s'infiltrant en moi qui était bien pire que la panique initiale. Les cris s'étaient maintenant estompés, remplacés une fois de plus par le murmure doux et innocent du vent. L'horreur que je ressentais a commencé à se déplacer, à se transmuer d'une peur d'un danger physique présent à la terreur existentielle profonde et glaciale d'un surnaturel. Vous me dites que je viens d'écouter des fantômes ? Ai-je chuchoté, le mot ayant le goût de cendre. L'adjoint a juste haussé les épaules, un geste qui était à la fois une confirmation et un rejet. Je ne vous dis pas quoi croire, madame. Je vous dis juste que vous n'êtes pas la première personne à l'entendre. Nous avons fouillé ce canyon de haut en bas plus de fois que je peux compter avec des chiens, avec des hélicoptères. Nous n'avons jamais trouvé quoi que ce soit. Pas un os, pas un lambeau de tissu, rien. Mon conseil pour vous est de démarrer votre moteur et de rouler. Trouvez une aire de repos bien éclairée pour votre pause. Certains endroits ici, ils ne sont tout simplement pas faits pour dormir. Il m'a donné un dernier hochement de tête compatissant, est retourné à sa voiture, et est parti. Ses feux arrière disparaissant dans un virage, me laissant seul dans le silence profond et lourd. Mais le silence était différent maintenant. Il n'était pas paisible. Il était lourd. Il était rempli du souvenir de ces sons terribles, des échos d'une tragédie vieille d'un siècle. Je n'avais pas besoin de plus de conviction. J'ai démarré mon moteur. Le rugissement puissant du diesel, un son réconfortant et moderne dans cet endroit ancien et hanté. Je suis sorti du belvédère et je n'ai pas regardé en arrière. J'ai conduit jusqu'au Montana sans m'arrêter, ma radio à fond, remplissant la cabine de bruit, n'importe quel bruit pour tenir le souvenir des cris à distance. Je suis une plateau. Je transporte les choses solides et tangibles de ce monde, l'acier, le béton, les machines. Mais cette nuit-là, j'ai appris que les choses les plus terrifiantes sont celles que vous ne pouvez pas voir, celles que vous ne pouvez qu'entendre. Ce sont les échos d'une douleur si immense, une tragédie si profonde que les rochers de la terre ne peuvent pas l'oublier. Et parfois, par une nuit tranquille, ils sont forcés de hurler.